Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et oui, grâce à nos grands chanteurs Thibaut Sadler et Augustin Moriot, et surtout Thibaut Sadler, dont on a entendu la voix divine, eh bien voilà, c'est du GAFAM, dont on va parler avec un livre tout à fait passionnant. Le nouveau western. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le western? Ça a tout à voir avec western. Les géants du web. Et Olivier Bomsel, professeur d'économie à l'École des Mines, avec Rémi Deveau, a écrit ce livre pour raconter un peu ces GAFAM, qu'on utilise tous. GAFAM, je rappelle, Google, Amazon, Facebook, évidemment Microsoft, et puis d'autres, si on voulait en ajouter. Mais en fait, c'est devenu, je dirais, beaucoup plus proche de nous que la Tour Eiffel, ou presque. Enfin, ils sont là, ils nous occupent. Alors, Olivier Bomsel, ce que je voudrais d'abord, peut-être qu'on explique à nos auditeurs et au public, qu'est-ce que ça veut dire, ces plateformes qui hébergent, et surtout parce que vous posez d'emblée dans votre livre la question de la responsabilité. Et on a l'impression qu'il y a une grande différence entre ceux qui sont responsables, les éditeurs responsables, que ce soit la presse, la radio, la télévision, et je dirais les plateformes qui ont beaucoup moins de responsabilité. Quel est le clivage là ? Quand on a lancé la conquête du cyberespace dans les années 90, à partir de 96 aux États-Unis, où vraiment la loi d'encadrement du cyberespace a été élaborée, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir et quels allaient être finalement les usages proposés aux consommateurs. Oui. Mais on avait envie de donner beaucoup d'incitations aux entreprises pour s'installer sur le web. Et parmi les incitations qu'on leur a données, on a voulu les exempter de responsabilité quant à l'usage que faisaient les consommateurs de leurs services. D'accord. Et on a mis en place un statut d'hébergeur qui est un statut dérogatoire qui exempte les plateformes qui distribuent des services en ligne de responsabilité quant aux dommages que pourraient causer leurs utilisateurs. Si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables du contenu qu'ils abritent. Exactement. C'est ça. Exactement, c'est-à-dire qu'une plateforme qui a vocation à faire du commerce, comme était Amazon ou eBay à leur début, s'ils distribuent des contrefaçons, elles ne sont pas responsables. Ce sont les utilisateurs qui en sont responsables. Si les produits manufacturés ne donnent pas satisfaction, ils ne sont responsables en rien. Absolument. Et non seulement s'ils ne donnent pas satisfaction, mais même s'ils contrefont la propriété intellectuelle, s'ils contrefont des marques, s'ils les copient, s'ils les abîment, ils ne sont pas responsables vis-à- ils des marques. Ils ne peuvent l'être éventuellement que si les marques les avertissent et qu'ils tardent trop à retirer les produits contrefaits de leur service. Mais en gros, ce statut dérogatoire à cette immunité, comme on dirait dans le monde politique des plateformes, a eu pour premier effet d'encourager très fortement le piratage de la musique et de l'audiovisuel, a été un facteur d'attraction très fort des consommateurs vers ces services. D'accord. Et pendant très longtemps, les ayants droit du copyright, les majors de la musique par exemple, ont essayé de porter plainte contre les plateformes qui ont affiché, coup fourré comme au mille bornes, la carte statut d'hébergeur, je ne suis pas responsable de... Et ça a duré longtemps, ce statut? Mais ça dure encore. Ça dure encore. Mais bien sûr. Et donc c'est le statut qui prévaut pour des plateformes qui initialement étaient des plateformes de commerce ou d'échanges privés et qui, avec le développement du haut débit et des usages d'Internet, sont devenus des outils éditoriaux.
C'est ça. Par exemple, on peut dire que Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc. rentrent là-dedans. Bien sûr, ce sont des éditeurs en réalité. Oui, c'est ça. Dès que vous publiez un tweet, si ce tweet n'est pas une correspondance privée entre vous et un groupe d'amis, par exemple, mais dès que vous le lâchez dans un fil public, ça devient un acte éditorial, si vous voulez, une publication. D'accord. Mais le contenu, donc, Twitter ou autre, n'est pas responsable. Mais absolument pas responsable. Ça. Donc, on a créé des médias d'exception, si vous voulez, qui dérogent au statut centenaire ou multicentenaire de l'édition, qui prévoit que, alors dans l'ancien régime, l'éditeur a un privilège qui lui est consenti par le roi, après vérification de la librairie royale ou de la censure, mais ensuite, à partir du moment où on progresse un peu dans les institutions démocratiques et surtout dans le droit de la responsabilité, l'éditeur devient civilement responsable. Donc, si dans votre émission je passe un appel au crime, nous sommes responsables. Vous êtes responsable, vous allez être mis en demeure par le CSA, même s'il y a certaines règles concernant le fonctionnement courant de la démocratie qui ne sont pas strictement respectées dans sur votre antenne. Vous êtes rappelé à l'ordre par une autorité. Les hébergeurs ne sont soumis à rien. Mais pourtant, alors expliquez-moi comment ces hébergeurs, pour ne parler que de Twitter, disent, et ça se passe très souvent, on a souvent des appels comme ça, disent « vous n'êtes pas conforme aux règles de Twitter, donc on censure », ou enfin on censure, je ne sais pas, on supprime. Et d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est Donald Trump, qui est encore président des États-Unis, a été radié de Twitter. Et je crois de Facebook aussi. Donc, ils exercent eux-mêmes un droit de contrôle. Bien évidemment, puisque à partir du moment où vous vous inscrivez comme utilisateur de leur service, on vous demande d'accepter le contrat qui vous lie à ce prestataire en un clic. Donc, vous acceptez leurs clauses, et dans leurs clauses, il y a numéro 1 qui sont propriétaires de tout ce que vous échangez, de tout le contenu que vous échangez sur leur réseau, et numéro 2, qu'ils appliquent les règles de censure et de modération qui leur conviennent. C'est eux qui décident. Et selon des règles dont ils n'ont absolument pas à rendre compte. Ah, c'est ça, exactement. Mais que vous acceptez en utilisant leur service. C'est ça, absolument. Et comme il y a une situation, alors j'en arrive là, comme il y a une situation de quasi-monopole, vous parlez beaucoup de cela dans votre livre, mais alors revenons à la chose vraiment intéressante. Comment, et vous racontez ce fonctionnement, et essayons de le raconter, évidemment il faudrait des heures, mais comment en 20 ans, 25 ans, regardez c'est 96 que ça a vraiment commencé à bouger, comment il y a eu cet extraordinaire, et d'ailleurs, pour le meilleur et pour le moins bon peut-être, mais il y a eu aussi du meilleur, bien sûr, il y a du meilleur, cet extraordinaire, je dirais, est incontournable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se passer d'eux, de tous ces GAFA, et comment ils sont arrivés par ce mouvement d'attraction, ce lobbying, je dirais, numérique, cette attraction dans tous les domaines, comment ils ont fait ça? Alors, il y a deux phénomènes qui sont très différents. Il y a d'un côté ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'exemption, l'immunité. Oui. Bon, mais c'est pas en lien direct avec la question que vous posez. Non, et il y a un autre point qui est l'effet de monopole et une fois que le monopole est acquis, la possibilité de s'étendre sur d'autres marchés que celui du monopole et de faire concurrence à ses clients jusqu'à les faire disparaître du marché. Ça, c'est deux phénomèmes différents. Alors, et c'est sur le second donc, que vous m'interrogez là. Absolument. On va en parler tout de suite après une petite pause. Et c'est justement comment, non seulement à partir de la rampe de lancement du monopole, on arrive à acquérir tout le reste, enfin, et dans un mouvement tout à fait extraordinaire. On en parle tout de suite et c'est passionnant après cette petite pause. Et il vous est forcément arrivé d'utiliser ces GAFAM, donc vous nous appelez au 0826 300 300, quelle que soit la question que vous voulez poser.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. GAFAM, ton univers impitoyable. Et oui, on décortique cet univers impitoyable avec Olivier Bomsel, professeur d'économie à l'école des mines, co-auteur avec Rémi Deveau du très passionnant Nouveau Western qui peut refréner les géants du web. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. Olivier Bomsel, on a parlé effectivement de, je dirais, de l'irresponsabilité, en tout cas de l'immunité, une certaine immunité numérique qu'ont acquis effectivement les GAFAM par la loi et qu'ils utilisent encore avec beaucoup de bonheur à leur profit. Mais justement, alors, je voudrais parler de quoi on a commencé de l'aborder cela. Comment effectivement ces GAFAM, avec ce monopole, sont allés encore plus loin, ont brisé toutes les frontières, en tout cas pas toutes, mais un certain nombre, et sont devenus ces géants absolus mondiaux que l'on connaît aujourd'hui. Alors ça s'est passé, le fonctionnement, quoi. Le fonctionnement, il est assez proche de ce qui s'est passé dans la phase de première industrialisation des États-Unis au moment de la conquête de l'Ouest. Ah ouais, carrément. D'où le western. D'où le western, exactement. Ouais. Où dans le développement de l'industrie lourde, des chemins de fer, du pétrole, de la sidérurgie et puis des commodités agricoles, il y avait de très grosses économies d'échelle. En gros, une fois que vous avez construit un rail de chemin de fer, que vous avez des locomotives et des wagons, plus les wagons sont remplis, moins le coût du kilomètre est cher, si vous voulez. Bien sûr. Et donc, on a vu apparaître de cette façon des trusts, des grands monopoles, dont le monopole des chemins de fer de JP Morgan, par exemple, mais aussi celui du pétrole de Rockefeller. Ouais. Et ces monopoles sont très présents dans la culture industrielle américaine et ont conduit à l'émergence d'une institution très spécifiquement américaine qu'on appelle l'antitrust, qui s'est mise en place, loi antitrust, qui s'est mise en place à la fin du 19e siècle, et qui a été appliquée dans la réalité pour démanteler les trusts. Je dis ça parce que ça va être utile dans la suite. À partir de 1905-1910, en gros. Et jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années Reagan, pratiquement. Et donc, quand dans les années 90, les Américains, après la guerre du Vietnam, après la guerre d'Irak, se rendent compte que leur poids géopolitique est plus aussi fort qu'il n'était, tout d'un coup, le cyberespace, Internet, apparaît comme une nouvelle frontière et un nouvel espace à conquérir. La conquête de l'Ouest cyber. Exactement. Et donc, ils vont proposer des règles d'encadrement de ce nouvel espace qui soient très favorables à l'obtention d'économies d'échelle et surtout d'un effet de taille très spécifique à toutes les activités de télécom qu'on appelle les effets de réseau. En gros, les économies d'échelle, c'est plus votre usine est grosse, moins le produit coûte à fabriquer. Ouais. Donc plus c'est gros, moins c'est cher. Plus vous pouvez faire des produits, plus c'est gros, grand, moins c'est cher. Dans les télécoms, vous avez un autre phénomène, un autre effet de taille qui est extrêmement important, qui est ce qu'on appelle l'effet de réseau, qui est que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de personnes raccordées au téléphone, et plus le téléphone est utile. Bien sûr. Plus il y a de... Donc il y a plus de gens sur Facebook, plus il y a des gens sur Twitter ou sur Instagram, etc. Plus ces applications sont utiles. Et donc ce qu'ont tout de suite compris les économistes et les ingénieurs des années 90, c'est que grâce au progrès de l'électronique,
à ce qu'on appelle la loi de Moore, qui permet de diviser par 2, disons, le prix d'un microprocesseur tous les 18 mois. Il y aurait des très fortes économies d'échelle, et grâce aux effets de communication, il y aurait des très forts effets de réseau. D'accord. Et donc, c'est la combinaison de ces deux effets qui a permis à Google de tuer tous ses concurrents entre oui, très rapidement. Ils sont entrés en bourse seulement en 2004, je crois, ou 2005, et la boîte existait quand même depuis 1997. Et il y avait d'autres moteurs de recherche, il y avait Yahoo, dont vous me parliez tout à l'heure, qui étaient sur des modèles économiques différents. Google, ils ont trouvé un modèle économique dans lequel la régie publicitaire, qui était liée à la requête tapée, au mot tapé, ne modifiait pas le résultat de recherche. Quand vous tapiez quelque chose sur Yahoo, c'était les pages correspondant à l'annonceur qui avait acheté votre qui apparaissaient les premières. Google, ils ont réussi, c'était techniquement assez malin, et à séparer les deux choses, et donc ils ont pu arriver avec une page blanche et faire toute la topographie, si vous voulez, du donc, web. Ils ont conquis quand même un marché énorme. Et donc, en étant le moteur de recherche le moins biaisant, si vous voulez, ils ont séduit d'abord les publics d'étudiants, d'universités, etc. Et de proche en proche, tous les nouveaux utilisateurs du web, avec ce phénomène absolument extravagant, qui est que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'incitation à créer des nouvelles pages sur le web, plus il y a de nouvelles pages sur le web, plus il y a de demandes pour aller les chercher, etc. C'est exponentiel, quoi. Exactement. Et plus il y a de demandes, plus il y a d'annonceurs qui payent pour les mots-clés correspondants. Alors Olivier Bomsel, vous dites, c'est très intéressant, parce que vous dites Google, c'est l'empire de la recherche en ligne, on le sait. Amazon, c'est le e-commerce, on en parlera aussi avec les auditeurs de Sud Radio. Et vous avez aussi Facebook, c'est les réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est les trois principaux. Il y a Microsoft, bien sûr, mais c'est autre chose. Si on prend une métaphore, si vous voulez, une métaphore biblique sur le cyberespace, le premier jour, on fait la géographie du cyberespace, la topographie, et là c'est Google qui est capable de nommer et de localiser absolument tous les endroits. Le deuxième, vous faites les transactions, les échanges entre consommateurs, producteurs et consommateurs. Et le troisième jour, il faut créer la personne, si vous voulez. Parce que tout le monde, sans ça, n'est qu'un numéro. Et c'est là que Facebook amène une innovation formidable, qui est le standard de l'identité en ligne. Et à partir du moment où vous créez cette identité en ligne, vous pouvez créer des groupes sociaux et vous fabriquez la société du web, le livre des visages, Facebook, qui est l'outil de socialisation en ligne par excellence. Très intéressant. Dieu a créé le monde en 6 jours, et là, il a créé Zuckerberg à la fin. Je ne sais pas, on verra le résultat final. En tout cas, c'est passionnant. On en parle avec vous, auditeurs de Sud Radio. Mais vous n'avez pas 6 jours pour nous appeler, il faut nous appeler tout de suite au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous nous appelez au 0826 300 300. C'est en tout cas ce qu'a fait Dust, qui nous appelle de Héran. Bonjour Dust. Oui, bonjour Dust. Bonjour André, bonjour Monsieur Bonzel. Globalement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous écrivez sur les GAFAM. Je soulignerai juste le coup de génie de Google, quand même, avec son moteur de recherche. Je les ai pas mal testés et c'est quand même celui qui est le plus pertinent.
Mais je me demandais si ce que vous décrivez n'a pas été possible grâce quand même à une certaine addiction de ces écrans qui nous rendent quand même assez dingues, qui ont bouleversé notre société en l'espace de 20 ans et qui, dans certaines catégories d'âge, posent problème, notamment avec les gamins et les plus jeunes qui vont jusqu'à présenter des symptômes comme les junkies, d'hyperagressivité quand on essaie de les limiter dans leur consommation. Oui. Ah oui, l'addiction, quoi. C'est ça qui a favorisé l'organisation et démultiplié l'effet du développement de ces GAFAM. Alors que faire avec les accros du cyberespace, effectivement, en 20 ans, une nouvelle génération, dit Dust, Olivier Bomsel, oui. Alors, on n'est pas addict de la même manière à Google, à Amazon ou à Facebook. Je pense que l'application qui est le plus source d'addiction, c'est Facebook, c'est la socialisation, parce que elle a un effet narcissique qui est absolument considérable. Elle permet de fabriquer sa propre image et de mettre cette image en relation avec toute une série d'autres personnes qui sont à la recherche finalement de la même chose et du même type de sensations. Et au fur et à mesure que ces relations s'enrichissent et s'étendent, elles deviennent de plus en plus captivante, obsédante pour ceux qui s'y adonnent, et il y a une source d'addiction. Cela dit, vous évoquiez les jeunes ont toujours été plus sujets aux addictions que les personnes plus âgées. Les économistes ont pas mal regardé ces phénomènes. C'est lié au fait que ils ont une soif de résultats qui est beaucoup plus immédiate, beaucoup plus courte que les gens plus âgés. En économie, on dit qu'ils sont myopes, c'est-à-dire qu'ils ne voient que de près. Et donc, ils veulent le résultat immédiat, quoi. Absolument. Donc, on a beau leur dire, par exemple, que fumer donne le cancer et qu'on meurt du cancer à partir de 40 ans. Si à 15 ans, fumer vous donne une identité sociale et vous permet de vous insérer dans des groupes d'amis, les fabricants de tabac l'imaginent très bien et rendent les cigarettes de plus en plus attractives et addictives pour les jeunes gens. Il y a eu des procès là-dessus aux États-Unis. Même chose pour le cyberespace. Augustin. Merci Dust pour votre question. Nous sommes maintenant avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors, deux questions très rapides. De qui les GAFAM peuvent servir les intérêts au-delà de leurs propres intérêts? Et pour répondre à cette question, à qui appartiennent les GAFAM? Voilà. Est-ce que votre invité a une question là-dessus? De qui peuvent-ils servir l'intérêt au-delà de leurs propres intérêts et à qui appartiennent-ils? Et du coup, à qui appartiennent-ils? Voilà. Qui sont les propriétaires et qui décident en fait? Voilà. D'accord. Alors, Olivier Bomsel. Les GAFAM depuis le début ont compris, et le gouvernement américain... Pardon, c'est une société privée, hein, complètement privée. Oui, ce sont des sociétés... Au départ, ce sont des sociétés privées. Mais ce sont des sociétés privées qui cherchent à bénéficier d'un environnement maximalement favorable pour développer le business. C'est ça. Or, les règles du business sont fixées par le politique, et donc il faut trouver, si c'est possible, des accommodements. Bien sûr. Alors que les promoteurs d'Apple et Microsoft étaient plutôt des gauchistes un peu radicaux. Les promoteurs des plateformes numériques ont toujours compris qu'il était dans leur intérêt de discuter étroitement avec le gouvernement américain et le Pentagone, et que c'était des sources que leurs activités allaient être des sources d'information, conférant aux États-Unis un pouvoir d'influence non négligeable.
Donc travailler avec l'armée, travailler avec la sécurité, avec la NSA, etc. D'où l'enjeu très important des données qu'il y a derrière. Et si vous voulez, ces sociétés, tout en étant des sociétés cotées et publiques, sont néanmoins très peu transparentes sur le développement de leurs activités, sur les algorithmes qu'elles utilisent, sur l'usage qu'elles font des données, et échangent fatalement très souvent avec les autorités politiques et militaires américaines. Juste pour vous donner un exemple, Google, c'est pas seulement un moteur de recherche, c'est aussi la plateforme Android qui permet d'accéder aux services sur tous les smartphones non Apple. Ouais, c'est ça, et donc, à ce titre, à travers Android, Google est en mesure de tracer quelques milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Et si, par exemple, dans un pays on installe la censure, ils peuvent assez rapidement savoir quel est le nombre d'utilisateurs de smartphones qui va chercher à se connecter à un VPN, à un système satellite qui permette d'échapper à la censure. C'est des sources d'informations absolument considérables. Et ils les ont dans un temps record en plus. Absolument. Et quand on dit qui possède, on peut dire justement la question que posait Pierre, est-ce que on peut dire qu'en fait, est-ce que aujourd'hui, le Google et compagnie, bon, les fondateurs évidemment sont toujours là, mais ce sont des actionnaires, c'est une société d'actionnaires, voilà, ce sont eux qui le possèdent. Ce sont des sociétés cotées, publiques et soumises à la loi américaine. Et alors, en fonction de ce que vous avez dit juste, Olivier Bomsel, la pression du politique depuis 20 ans, 25 ans est très forte. On l'a vu parce qu'il s'exerce soit contre des gens, exemple Trump, soit pour des gens, etc. Est-ce que la pression du politique, le rapport, est un rapport plutôt conflictuel ou au contraire, comme vous l'avez dit, on utilise ces gens-là, donc on a besoin d'eux, etc. Donc jusqu'à présent, jusqu'à la prise du Capitole, si vous voulez, les relations entre les big tech de la Silicon Valley et le pouvoir politique et militaire qu'on ne voit pas toujours ont été, de mon point de vue, très connivantes. On a laissé ces sociétés non seulement construire des monopoles dans la recherche, dans le commerce, dans la socialisation, mais on les a laissés aussi faire des acquisitions leur permettant d'étendre leur pouvoir et leur contrôle sur l'activité en ligne. Donnez un exemple. Par exemple, on a laissé Facebook acheter WhatsApp, qui était un logiciel de communication privée, de messagerie privée à l'époque, acheter Instagram, qui était une boîte qui gagnait pas un sou, mais qui, avec un produit populaire qui était l'échange de photos, avait gagné très vite 6 millions d'utilisateurs et qui faisait courir à Facebook le risque que on construise un profil de socialisation à partir d'Instagram et pas à partir de la page Facebook. Donc ils l'ont racheté. Donc ils l'ont racheté. Moyennant quoi, sans aucun problème. Sans aucun problème. On les a laissés faire. Dès qu'ils ont été en bourse, dès que ils ont eu, Facebook a attendu d'avoir tué ses concurrents pour rentrer en bourse. Ils se sont vus un peu trop beaux, leur entrée, et le marché les a pas très bien compris, donc leur entrée en bourse s'est pas très bien passée au début. N'empêche qu'ils ont quand même utilisé toutes les ressources qu'ils avaient levées à ce moment-là pour acheter des boîtes complémentaires qui leur ont permis d'étendre leur emprise sur le net. Merci Pierre, vous vouliez réagir Claude, pardon, Pierre, pardon, vous vouliez réagir? Nous sommes avec Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff et bonjour à votre invité Olivier Bomsel, dont j'apprécie la clarté, la profondeur et je suis en total accord avec ce qu'il a expliqué. Je suis utilisateur comme beaucoup des réseaux sociaux, mais je m'interdis et j'interdis à ceux que j'aime d'y mettre des photos personnelles parce que je sais que 20 ans après, ça peut ressortir. Non, mais j'appelais pas tout à fait pour ça, André Berkoff. Je vous appelais parce que vous avez au début, en présentation de votre émission, vous avez rappelé la question du référendum et du débat
qu'il y a autour. Je voulais simplement mentionner le fait que un gaulliste historique incontestable qui s'appelle Henri Guénaud, et qui a un rôle dans une association qui s'appelle Notre France, a envoyé à tous ceux qui l'apprécient une lettre ce matin par Internet, dans laquelle il explique en quoi c'est scandaleux de dire qu'on ne pourrait pas changer un élément de la Constitution par référendum en application de l'article 11 de la dite Constitution. Il réitère que ce débat a été tranché depuis longtemps. Oui, c'est possible. Par conséquent, tous ceux qui, même dans les partis traditionnels gaullistes aujourd'hui, disent que c'est impossible sont en fait des militants ou des menteurs. Et il dit une deuxième chose aussi, un autre argument qui est aujourd'hui mis sur la table, c'est que demander que le droit national soit supérieur au droit européen, il explique que ça déclenche de l'hystérie chez nous, mais ça déclenche de l'hystérie uniquement parmi ceux qui veulent faire une Europe fédérale dans le dos des citoyens. Et donc je crois que c'était intéressant de mentionner que tous ceux qui aiment et qui apprécient Henri Guénaud recherchent un peu ce qu'il a dit là-dessus, parce que clairement, oui, on peut par référendum faire énormément de choses. Tout à fait. Alors écoutez, vous nous avez devancé, mais vous avez bien fait. On a reçu la lettre d'Henri Guénaud que Augustin m'a transmise, et nous allons essayer d'avoir Henri Guénaud, et en tout cas nous en parlerons demain dans l'émission, c'est clair. Merci André. Voilà. C'est un vrai problème et un vrai enjeu. Merci à vous Claude, et puis vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller notre invité sur le sujet des GAFAM. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le général de Gaulle qui n'avait pas passé son appel sur YouTube. Nous sommes avec Grégory qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Grégory. Oui, bonjour. Bonjour messieurs. Alors déjà, je tiens à remercier les intervenants avant moi, parce que j'ai eu quand même pas mal de réponses à mes questions, parce que ma question est un peu plus primaire. Non, mais pas de problème. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, moi, je suis pas un adepte de Facebook. Je suis plus un adepte de VK, par exemple, où on peut converser et échanger plus librement. VK. VK. Je connais pas, j'avoue, je ne connais. VECA, c'est ça? Non, c'est VK. Ah, VK, simplement. Les deux lettres. Voilà. D'accord. Deux lettres. Et alors, oui, allez-y. Donc, il se passe que sur ce système-là, les choses sont beaucoup plus claires, et on peut converser et échanger sur des choses qui sont peut-être un peu plus flagrantes que sur Facebook, par exemple, où on peut être censuré. Voilà. D'accord. Donc, ma question était pourquoi et comment, par exemple, Facebook, dans la mesure où c'est un système qui est lié à des réseaux, c'est un réseau social, donc il crée de l'intercommunauté. Pourquoi certaines choses ne peuvent pas... Pourquoi il y a de la censure, vous voulez dire, c'est ça? Exactement. Ouais. Parce que de temps en temps, moi je mets des choses sur Facebook, et puis après on me dit mais Grégo, on n'a pas pu le lire. Oui, d'accord. Pourquoi c'est censuré? Olivier Bomsel. Voilà. C'est simple. Le modèle de Facebook, c'est de gagner de l'argent avec de la publicité. Donc, ils ont une ligne éditoriale qui vise d'un côté à avoir un maximum d'utilisateurs et des utilisateurs le plus jeunes possible. Donc ils éliminent par exemple tout ce qui est à connotation sexuelle, ou même si vous montrez l'aréole d'un sein, ou etc., vous allez être censuré. Et en revanche, ils n'hésitent pas à passer un coup d'algorithme pour relancer des discussions, pour remettre une pièce dans le jukebox, etc., et faire en sorte que les gens passent plus de temps en ligne. Ce qui se passe, c'est que quand la polémique atteint un degré de violence insupportable,
on l'a vu au moment de la campagne présidentielle américaine, les annonceurs considèrent que ça n'est pas dans leur avantage, ça n'est pas dans leur intérêt d'apparaître sur des forums où les polémiques sont trop violentes et où d'une manière ou d'une autre leur marque pourrait être connotée, leur image dégradée, etc. Et donc les annonceurs, à un moment donné, ont dit qu'ils allaient quitter Facebook. Ils l'ont fait. Certains d'entre eux ont suspendu leurs accords pour quelques mois, le temps de la campagne présidentielle américaine. Et tout ça incite évidemment les actionnaires de Facebook à édicter des règles de modération qui sont secrètes, que personne ne connaît, c'est pas du tout transparent, ça. Non, mais qui ont pour objectif de maximiser le retour sur investissement de Facebook. Quand vous n'êtes pas le leader du marché, ce qui est le cas de VK, je présume, vous pouvez être un média de niche dans lequel vous allez attirer des conversations ou des formes de socialisation d'un autre genre qui peuvent aller jusqu'à la messagerie sadomaso, que sais-je, et vous allez trouver des annonceurs prêts à aller rechercher des cibles dans ce public. La niche. Donc c'est la niche. Tous les médias n'ont pas la même ligne éditoriale, et c'est un peu comme ça, à mon avis, qu'il faut l'interpréter. Bien sûr. Merci Grégory pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour à votre invité. Alors je partage beaucoup de choses que ce que votre invité a dit sur les GAFAM. Par contre, je voudrais apporter une précision. Sans l'un des fondateurs de Sun Microsystems, Google n'existerait pas. Il faut le dire clairement. Andy Bechtolsheim a financé Google à l'apport de $100 000, ça lui a rapporté des milliards de dollars en l'occurrence. Donc s'il n'était pas passé derrière, Google ne serait rien. C'est vrai, mais en même temps, il n'aurait pas gagné des milliards de dollars, votre Andy Pech. Il avait déjà beaucoup d'argent avec Sun Microsystems, mais il en a gagné encore beaucoup plus en finançant les deux fondateurs de Google, parce qu'il a cru à l'idée, mais s'il n'était pas là, rien n'existerait. Sur Apple, évidemment, oui, ça a été fondé par Dizzy Ellis et par plusieurs personnes. Il y a Jeff Atkins, il y a Wozniak et vous avez Jobs. Faut savoir une chose, il y a une anecdote sur Steve Jobs. Il fallait éviter pour un employé d'Apple de se trouver dans un ascenseur avec lui, parce que c'était un workaholic et c'était quelqu'un qui vous bombardait de questions et qui vous détruisait. C'était quelqu'un qui était néfaste pour ses employés, Steve Jobs. Il avait beaucoup de gens s'en sont plaints après l'aventure Next, des gens qui ont eu des congés maladie et longue durée et qui ont souffert avec lui. Par contre, c'était pour moi un simple vendeur de soda, Steve Jobs, parce que les vrais fondateurs, les vrais qui ont innové, ce sont les gens derrière le hardware. Apple a une particularité aujourd'hui, c'est qu'ils font du jetable. Ils reviennent à leur vieux démon des années 90. C'est désolant. L'obsolescence programmée. D'accord. Mais voilà. Non, mais merci pour ces anecdotes, mais il faudrait revenons à quelque chose, justement, Olivier Bomsel, parce que c'est en creux dans votre livre, mais quand même vous en parlez un peu à la fin. Parce qu'on parle justement de ces jeux américains, de cette mainmise absolue, de ce verrouillage dont vous parlez dans votre livre des clients, le verrouillage des marchés, quoi. C'est la conquête de l'Ouest a été faite, c'est réussi. Comme disait, vous savez, le grand milliardaire de Walmart, Warren Buffett, il disait oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Est-ce que là, alors, quid de l'Europe ? Alors l'Europe, est-ce qu'elle est condamnée à être, un figurant pour le moment? Effectivement, on parle de toutes ces... Il y en a en Chine, mais il n'y a pas de GAFAM européenne, enfin à ma connaissance. Et alors simplement, qu'est-ce qu'on entend? On entend effectivement les leaders européens dire oui, au moins qu'ils payent leurs impôts, ils ne payent pas assez d'impôts, etc. Alors ils le reçoivent. Quid de ce qui se passe chez nous? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement de ces firmes s'appuie sur des effets de taille. Et qu'aux États-Unis, les effets de taille, ils sont dans la conquête d'un territoire immense, d'une société qui parle la même langue, et au moment où on lance le cyberespace, d'un univers de communication que chacun perçoit comme étant potentiellement infini. En Europe, on a beaucoup de mal à fabriquer des effets de taille, parce qu'on est des petits pays
en termes de population, avec 24 ou 25 langues différentes, ce qui facilite pas les échanges. Et au moment où le web a été lancé, on était extrêmement content, fier, et à juste titre, je pense, en Europe, d'avoir inventé un standard de téléphonie, le GSM, qui permettait de développer une industrie de télécom mobile à l'échelle du continent, avec des champions européens de ce métier. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que la téléphonie allait être complètement dépassée par l'échange de données, que c'était ça la logique de la numérisation, et que l'avance que prenaient les Américains en lançant le cyberespace avant nous allait nous retomber sur les pieds à la fin. Et donc l'Europe s'est toujours battue pour trouver des effets de taille, avec un handicap qui était très fort par rapport aux grands pays monolingues, aux grands continents monolingues que sont la Chine ou les États-Unis. Et quand votre interlocuteur dit qu'il faut restaurer une souveraineté française, etc., et se bat contre le fédéralisme européen, si on va dans cette voie-là, on est sûr de jamais trouver des effets de taille qui nous permettent d'exister face aux géants mondiaux qui vont être présents sur les marchés et de toujours dépendre. Donc qu'est-ce qu'on fait, n'ayant pas fixer les conditions de développement des firmes du web, étant dépendant des Américains pour leur régulation, on essaye de traiter les symptômes, les effets néfastes. Et donc, on a fabriqué une régulation européenne là, que Thierry Breton et Margaret Vestager ont lancé à grand renfort de publicité il y a quelques jours, dans lequel on va essayer d'empêcher, de prévenir un peu mieux les abus de position dominante des grands monopoles numériques, en imposant des conditions ex ante. Mais ce ne sont que des... C'est des palliatifs. C'est des palliatifs, exactement. Parce que le problème de fond, c'est celui de l'antitrust tel que les Américains l'ont développé dans les années 1905-1910, c'est-à-dire le démantèlement. Il faut interdire, il faut se demander si Google, en tant que moteur de recherche, doit détenir Android, s'il doit avoir Waze, s'il doit avoir Maps, s'il doit avoir Google Shopping, etc. Appliquons la loi antitrust. Il faut que l'antitrust s'applique pour que les monopoles ne puissent pas faire de la concurrence à leurs clients. Oui, mais alors justement, est-ce que c'est... Alors, donc, pour vous quand même, soyons absolument clairs, le retard est irrattrapable par rapport à leur... Est-ce qu'on peut construire des géants alternatifs, des géants, en tout cas, des plateformes alternatives où il y aurait suffisamment de clients qui iraient vers X, Y ou Z européens plutôt que d'aller chez WhatsApp, etc. Est-ce que c'est rattrapable ou franchement c'est irrattrapable ? Je pense que dans les trois fonctions que sont la topographie, le commerce et la socialisation, malgré la montée en puissance de TikTok, qui est une menace pour Facebook, ça va être très difficile de les battre. Ça va être très difficile de les battre, et que dans la conjoncture mondiale actuelle, les Américains n'ont pas intérêt à les démanteler. En revanche... Si on veut se spécialiser sur le rendez-vous médical, on peut faire de Doctolib une plateforme qui soit mondiale. Sauf que Google est en train d'investir dans un Doctolib américain qui, à la fin, viendra peut-être, si personne ne les arrête, bouffer le Doctolib français. Ah, le lièvre et la tortue, c'est pas facile. Merci Olivier Bomsel. Et c'est une belle conclusion par rapport à votre sous-titre « Qui peut réfréner les géants du web ?» Je rappelle le titre de votre livre « Nouveau Western » aux éditions du Cherche Midi, et tout de suite Brigitte Lahaye.